Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de femme. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Michael Margules, médecin morphologue et anti-âge, fondateur du centre MIA, un espace de médecine esthétique et de bien-être unique en France. Alors, à travers son parcours, nous allons parler médecine, nous allons parler intégration du corps et de l'esprit, mais aussi du rapport aux femmes, celles qui l'ont inspiré, celles qu'il soigne, celles dont il contribue à transformer le destin par son approche globale. Bonjour docteur Margules. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de femme. Alors tout d'abord, on va commencer par une question très personnelle. Quelles femmes ont marqué votre enfance? Votre mère, votre grand-mère, vos professeurs, vos mentors? Racontez-nous tout. Oui, de manière très classique, ma mère en tout premier lieu, son histoire, sa trajectoire, venue de Tunisie très jeune, avec uniquement sa maman, et qui a grandi dans des conditions pas toujours faciles, et donc forcément ça a été très impactant pour moi. Ma grand-mère paternelle, la seule que j'ai connue, rescapée de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, et forcément aussi beaucoup d'impact sur moi en tant qu'enfant, et puis ensuite adolescent, et enfin adulte. Oui. Quelle est la valeur la plus forte que vous avez reçue dans votre éducation? Je pense que c'est l'humilité. Vraiment, c'est vraiment la valeur que j'ai reçue, notamment de mon père, qui était un homme extraordinaire, plein d'humilité et d'humanité. Oui. À quel moment vous avez voulu être médecin? Très jeune. Je crois que c'était une vocation. Oui, alors aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours voulu être docteur. C'était pour moi une façon de me sentir utile. J'étais pas trop préoccupé par tout ce qui pouvait me paraître un peu abstrait, et je trouvais que voilà, se consacrer à la santé des individus avec mon regard d'enfant, plein de... Avoir envie de sauver les gens, en fait. Ouais, c'est ça. Je pensais que j'allais pouvoir vraiment changer la face du monde, et avec le temps, on se rend compte qu'on aura un rôle un petit peu moins important, mais on reste quand même dans l'essentiel. Vous parlez quoi, de l'intelligence artificielle, tout ça? Oui, on se rend compte que, on est plein d'espoir quand on est jeune, c'est ce qui nous fait avancer. On a des rêves, et puis on essaye de les toucher du doigt, et ils s'éloignent un petit peu parfois, nos rêves d'enfants, mais on continue dans cette quête. En tout cas, pour moi, la quête médicale, c'était vraiment me sentir en connexion avec le sens de la vie. Oui, une quête médicale surprenante pour vous, parce que vous avez eu un parcours de médecin particulier. Oui, vous nous racontez? Oui, j'ai fait plein de choses différentes dans ma carrière de docteur. J'ai décidé vraiment par conviction de faire de la médecine générale, parce que je voulais m'occuper un petit peu de tous les âges et de tous les types de pathologies, et j'étais très angoissé par l'idée de devoir me restreindre dans la prise en charge. Assez naturellement, spontanément, je me suis dirigé au cours de mon cursus de médecine générale vers les urgences pédiatriques. J'ai donc travaillé longtemps avec les enfants, à l'hôpital notamment, puisque les services d'urgence pédiatrique sont uniquement à l'hôpital. Et par la suite, j'ai embrassé à la fois une vie de musicien et de médecin, ce qui m'a conduit à avoir énormément d'expériences professionnelles très différentes. Oui. Par le fait que j'ai décidé d'être remplaçant, uniquement parce que j'avais beaucoup d'activités musicales et que je ne voulais pas me sédentariser dans un cabinet trop tôt. Et à travers ces expériences, j'ai petit à petit fait ma thèse de médecine à l'époque avec un bon ami, un grand docteur, devenu grand docteur. Docteur Toledano. C'est ça, qui m'a orienté vers la médecine intégrative, la santé intégrative, en me proposant de travailler avec lui dans le domaine de la cancérologie, ce que j'ai fait après quelques années quand même d'exercice. Et puis le destin, le hasard de la vie, les circonstances, les accidents de la vie ont fait que en 2020, je suis sorti de ma zone de confort, comme on dit, et je me suis réinvesti dans un nouveau projet de médecine intégrative et anti-âge. Et donc je me consacre depuis 2020 à cette médecine-là, qui est assez différente dans la pratique, oui. Technique, oui. mais qui est très identique au reste dans le socle qui peut constituer le profil soignant qu'on peut avoir. Et les gens, en France, on a une médecine allopathique traditionnelle qui parfois est très sectorisée,
Et en fait, on se rend compte qu'on a une base commune, qu'on fasse de la pédiatrie dans une relation triangulaire, qu'on fasse de la gériatrie dans une relation triangulaire, qu'on fasse de la médecine esthétique ou de la cancérologie. Tout ça, ça a beaucoup de points communs et le point commun, c'est l'humain. Oui, alors j'ai quand même l'impression que vous, dans votre approche justement de la médecine esthétique, le socle, puisque vous parliez de socle, c'est l'éthique. Oui, le socle, c'est l'éthique. Le socle, c'est le patient, la personne, l'individu, la personnalisation. C'est l'écoute, c'est donc le tronc commun, le socle commun qu'on va trouver quel que soit son mode d'exercice. Il y a ce profil soignant qu'il est nécessaire d'avoir et donc de transcender l'aspect technique pour s'intéresser à la personne qui est en face de nous, à l'individu dans sa globalité. Oui, alors on en parle de ce centre MIA, ce Avec centre plaisir. de bien-être finalement Oui, général. Donc ça veut dire médecine intégrative et anti-âge, donc ça porte relativement bien son nom. Le but, c'est bien de replacer le patient, l'individu au centre de notre prise en charge. Donc dès son arrivée dans le centre, on va avoir un bilan de santé globale qu'on a voulu scorer selon 4 axes de prise en charge. Et on va, grâce à ce bilan, pouvoir élaborer un parcours de soins très personnalisé pour chaque patient. Voilà, du sur-mesure. Oui, alors justement, ma question c'est celle-ci. Pourquoi est-ce important de considérer la personne dans sa globalité plutôt que de la traiter uniquement sur son côté apparence? Parce que quand on parle d'esthétique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas en nous. Et vous ne considérez pas que ce point de vue-là? Non, parce que comme vous le dites, c'est l'histoire de l'arbre qui cache la forêt, c'est l'histoire de la ride qui masque des problèmes plus importants, l'histoire de la problématique de silhouette qui implique un mal-être à un moment donné, dans une trajectoire donnée, à un instant donné, et on va ressentir le besoin d'aller consulter un docteur pour un problème a priori que d'apparence, mais évidemment, ça sous-tend des problématiques bien plus essentielles. Et ça, vous les prenez en charge? Et c'est ça qui m'intéresse, parce que évidemment, on fait de la médecine, donc on est à l'écoute, et le but, ce n'est pas de rester superficiel, symptomatique, et d'aller traiter une petite ride avec un petit comblement, par exemple. Ça va être de savoir quelle est la problématique qu'il y a derrière. Pourquoi cette ride vous dérange finalement? Pas parce qu'elle existe, parce qu'on a tous des rides et de plus en plus en prenant de l'âge, mais à certains moments, il y a des personnes qui vont être plus dérangées que ça. Ça peut être des motivations personnelles, des motivations professionnelles, mais souvent c'est un mélange un petit peu de tout ça. C'est un individu à un instant donné qui va venir déposer sa problématique de santé. Oui, parce qu'en fait, ça c'est votre ADN finalement. Et est-ce que vous avez rencontré des réticences? Parce que mélanger finalement la médecine traditionnelle avec l'esthétique, on a l'impression que ça ne va pas ensemble. C'est ça. Alors c'est tout à fait aussi symptomatique de notre société et de notre approche de la santé qu'on essaye de modifier. La santé, c'est d'abord la prévention, l'hygiène de vie, le sport, la qualité du sommeil, les douleurs chroniques, les impacts qu'on a pu subir aussi bien physiquement que psychologiquement, et on est la résultante de tout ça. Ouais. Donc on est forcément dans l'écoute, forcément dans la prise en charge globale. On ne peut pas se contenter de traiter qu'un symptôme. Je pense que c'est l'approche moderne de la santé, pluridisciplinaire comme on l'explique, mais qui ne peut se faire qu'à partir du moment où on coordonne notre prise en charge. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les patientes, chez vous au centre MIA? C'est variable, comme vous le disiez. Ça peut paraître parfois être un peu inquisiteur pour certains patients et certaines patientes, auquel cas on va respecter évidemment leur pudeur. Et certaines personnes, jeunes personnes ou moins jeunes d'ailleurs, viennent pour une raison très ciblée. On se rend compte lors de la consultation initiale qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder d'autres paramètres. Donc on laisse faire, on ouvre, on en trouve des portes et après ce sont aux patients la liberté éventuellement de les emprunter, d'emprunter des voies qu'on met à disposition. On ne va pas imposer, on propose et le patient dispose. On fait du chemin vers le patient pour qu'il soit acteur de sa santé. Vous êtes expert des fils tenseurs Aptos. Qu'apportent ces techniques pour un résultat naturel? Très controversé les fils tenseurs. Alors vous allez nous expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi vous avez décidé de le faire et surtout vous êtes devenu formateur dans toute l'Europe. Oui, alors c'est une technique
pour dire les choses simplement, de lifting non chirurgical. Comme leur nom l'indique, ils servent à lifter sans chirurgie. Ils s'insèrent sous la peau par des petits points d'entrée, ce qui nécessite aucun acte chirurgical à proprement parler. C'est donc une innovation technologique qui évolue depuis de nombreuses années. Ça permet de repositionner les volumes affaissés du visage ou du corps. Les fils dont je parle sont des fils biorésorbables, c'est-à-dire qu'ils vont être entièrement digérés, naturellement digérés par l'organisme au fur et à mesure des mois, en à peu près 24 mois, 2 ans. Et après, vous pouvez recommencer? On peut recommencer, mais surtout, le deuxième effet, qui est un peu moins connu que l'effet mécanique liftant, c'est l'effet très à la mode de biostimulateur, d'inducteur collagénique, c'est-à-dire à l'intérieur des fils. La matière dans laquelle les fils sont faits. D'ailleurs, il y a une triple composition dans les dernières générations de fils. Pour parler des substances, l'acide polylactique, la caprolactone et l'acide hyaluronique, tout ça c'est incorporé dans le fil, ça se résorbe à 100% et ça permet au fur et à mesure de la résorption de faire fabriquer à votre peau du bon collagène et de l'élastine et de l'hydratation. Alors comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut justement se faire poser des fils tenseurs, comment ça marche? Expliquez-nous. Comme d'habitude, on va avoir une première consultation qui va permettre déjà de faire le diagnostic, de réceptionner la patiente, de comprendre sa problématique et ensuite de manière plus technique, si on a une indication par rapport à un relâchement du visage qui peut correspondre à un relâchement du tiers moyen ici ou du tiers inférieur, on va pouvoir poser ces fils si la personne répond aux critères, aux indications. Assez rapidement, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, ça se fait sous petite anesthésie locale avec une éviction très courte en post-procédure, des résultats très naturels et assez durables dans le temps. Et évidemment, on peut recommencer au bout de 2 ans, 2 ans et demi, puisque le fil étant résorbé, l'aspect de traction mécanique diminue pour finir par disparaître à peu près en 2 ans, 2 ans et demi. Alors pour celles qui hésitent entre le lifting et les fils tenseurs, les différences majeures, c'est quoi? Alors, on est dans un traitement médical, donc on n'a pas besoin d'aller au bloc opératoire, ça se fait assez rapidement, assez simplement, c'est une technique médicale, bien qu'elle ait effectivement aussi été développée par des chirurgiens plasticiens. Ça répond à des indications de relâchement pas trop importants, avec des résultats naturels. Ça ne remplace en aucun cas le lifting chirurgical qui trouve ses indications sur des relâchements plus importants, là où les fils ne pourraient pas apporter autant de résultats. La limite, évidemment, qu'on comprend des fils, c'est que quand on pose des fils tenseurs résorbables, on n'enlève pas de peau. À partir du moment où il y a un relâchement trop important qui nécessiterait qu'on retire de la peau, après avoir remis en tension les tissus, évidemment, là, c'est l'affaire de nos confrères chirurgiens qui vont faire du lifting chirurgical pour des résultats un peu plus durables, mais avec des conditions, des tarifs et des contraintes liées aux gestes opératoires qui sont très différentes. Et on propose quoi d'autre alors, à part ces fils tenseurs chez vous? Alors on propose l'ensemble de la gamme des soins médico-esthétiques, bien sûr, du cuir chevelu en passant par le visage jusqu'à la silhouette. On va donc proposer tous les traitements de problématiques du cuir chevelu et cheveux, les traitements de qualité de peau, on va avoir beaucoup de traitements qui consistent à retrouver une belle peau, une belle texture, pouvoir jouer sur le teint, pouvoir jouer sur le vieillissement lié au soleil, qu'on appelle l'héliodermie, à travers des soins comme la radiofréquence, comme les peelings, la radiofréquence microneedling, des skin boosters, beaucoup d'injections de produits qui peuvent être soit des biomatériaux résorbables, comme un peu ce qu'on trouve dans les films, mais en liquide, ça existe, et qui peuvent être aussi l'acide hyaluronique, le fameux, qui existe sous plein de formes de réticulations différentes pour pouvoir projeter, corriger des visages, corriger des profils, corriger des nez. Ensuite, on va avoir toute la solution pour la silhouette et pour le corps. Alors, docteur Margules, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais est-ce que vous pensez que la médecine esthétique, finalement, a un rôle dans la lutte contre les complexes et les souffrances psychologiques? Bien sûr.
La médecine dite esthétique, c'est avant tout de la médecine de la santé globale. Surtout au centre MIA, j'ai entre guillemets, on va dire, accepté par rapport à ma vocation initiale de me lancer dans cette médecine morphologique, esthétique, parce qu'elle ne venait pas limiter mon approche médicale profonde, c'est-à-dire la vocation qui est la mienne de soigner. Bien sûr, on va soigner le corps, on va soigner l'esprit. Et bien sûr, on ne peut pas distinguer le corps et l'esprit. Oui. Donc, évidemment que la médecine esthétique soigne aussi bien le corps, l'aspect, la coquille, l'extérieur que l'intérieur. Bon, on en parle des risques de dérive et comment faire face justement à ces responsabilités, parce qu'on voit beaucoup de ratages, hein, notamment maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous diriez à ça, vous ? Alors je dirais deux choses. Premièrement, les ratages, les dangers sont le fait d'une médecine esthétique aujourd'hui pratiquée de manière illégale par le monde qu'on appelle les fake injectors. C'est un danger pour la santé d'abord des patients et c'est l'aspect le plus dangereux de notre métier aujourd'hui qui est absolument pas réprimé, avec vraiment un scandale de santé publique qui se joue au quotidien dans énormément d'endroits aujourd'hui en France et pas que en France d'ailleurs. Donc c'est vraiment un cri d'alerte qu'il faut pousser en tant que professionnel de santé contre ces pratiques illégales de la médecine qui sont très dangereuses et qui connaissent malheureusement aujourd'hui aucune restriction particulière. Ensuite, il y a l'excès, le manque d'éthique, le manque d'écoute, le fait qu'on ait justement mis cette médecine un petit peu à part du reste de la prise en charge. Non, la médecine, quand elle est bien faite, elle intègre tous les aspects de la santé, et donc ça peut être des aspects morpho-esthétiques. Les chirurgiens, plasticiens qui font de la chirurgie reconstructrice ne font pas que de la sublimation, que de l'embellissement, nous non plus. On vient épouser les trajectoires des patientes qui ont des vrais problèmes et on vient faire de la prévention parce que réhabiliter une patiente dans la confiance qu'elle a en elle ou un patient dans la confiance qu'il a en lui, c'est vraiment prévenir beaucoup de problématiques de santé. Alors, une autre question, est-ce que vous pensez que finalement ce centre MIA que vous avez créé vous-même, hein, de manière assez visionnaire d'ailleurs, est-ce que vous pensez que ça pourrait être finalement dans plusieurs villes de France, ce genre de centre finalement de médecine intégrative complète? Oui, on est dans quelque chose qui est extrêmement dans l'air du temps, en santé intégrative en général, et la santé intégrative, on va dire un petit peu plus ciblée sur le morpho-esthétique. Oui, ce sont les tendances aujourd'hui de cette discipline qui intègre l'aspect préventif, curatif du vieillissement dans sa globalité. Il faut avoir une vision large et des connaissances larges en médecine, aussi bien en endocrinologie qu'en médecine du vieillissement, qu'en nutrition, qu'en sport santé ou médecine du sport, évidemment par rapport à l'aspect qualitatif de la vie, en sexologie aussi, et bien sûr des aspects plus techniques. On est donc là dans une vision très globale de la santé. Un spectre très large, oui. Oui, c'est l'avenir, hein, la multidisciplinarité, on va dire ça comme ça. C'est l'avenir de la santé, être préventif, multidisciplinaire, placer le patient au centre, se positionner autour. Je pense que le centre MIA est une forme de start-up de la santé aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Dr Marc Guillet. Je rappelle à nos téléspectateurs que votre centre est situé au PEC dans le 78, très proche de Paris d'ailleurs. Merci pour ce témoignage, hein, et pour votre vision de la médecine d'aujourd'hui. À travers votre parcours, on comprend qu'accompagner finalement les femmes dans leur bien-être, ce n'est pas seulement leur offrir une beauté extérieure, mais c'est aussi un chemin vers la confiance, vers la santé et l'équilibre intérieur. Votre histoire illustre parfaitement ce que nous voulons montrer aujourd'hui dans Destin de Femme, c'est-à-dire des trajectoires qui transforment la vie et la vie des autres, et puis finalement ceux qui sont inspirés pour réinventer des vies. C'est ce que vous faites. On essaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie, merci à toute l'équipe, merci Destin de Femme, très beau projet que nous soutenons. Hein, depuis vraiment, longtemps. Depuis longtemps. Depuis la naissance d'ailleurs. Et oui, on connaît bien et on continuera. Merci beaucoup. Avec plaisir.